Alors que l'on va suivre la prise de parole en direct d'Emmanuel Macron. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour votre patience. Nous venons donc de conclure le Conseil exceptionnel qui se tenait aujourd'hui et avec lui une discussion essentielle pour l'affirmation des intérêts propres de l'Union européenne. D'abord le soutien à l'Ukraine et pour la sécurité en Europe, puis pour accélérer sur notre agenda d'investissement dans la défense européenne. C'était les deux sujets de notre échange aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de le redire hier aux Françaises et aux Français. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère et face aux incertitudes qui croissent, il faut que les Européens créent leur propre certitude en quelque sorte. D'abord pour l'Ukraine, ce fut l'objet de notre discussion avec le président Zelensky, des conclusions adoptées puis de la discussion ce soir. Et évidemment pour la sécurité des Européens à court terme et de manière plus structurelle à travers le plan que nous avons adopté. Je veux à cet égard remercier le président du Conseil européen, Antonio Costa, d'avoir permis cet échange et ces décisions du jour, et la présidente von der Leyen pour le plan qui nous a été soumis. En effet, le moment que nous vivons est grave pour l'Europe, tout le monde en a conscience, et nous avons fait dès le premier jour des choix force de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression de la Russie et ce faisant de soutenir son indépendance et sa liberté. Et ce qui se joue en Ukraine, c'est évidemment la sécurité, la souveraineté de ce pays, mais c'est également notre sécurité à tous. Ce Conseil européen donc a acté la poursuite du soutien européen financier et militaire à l'Ukraine et quelques principes fondamentaux qui doivent nous orienter sur le chemin d'une paix solide et durable. Et à ce titre, les grands principes que nous avions actés à la réunion de Paris le 17 février dernier, confirmés ensuite à Londres, ont été validés par tous. Nous voulons la paix pour l'Ukraine et par l'Ukraine, et les Ukrainiens la veulent plus encore. Le président Zelensky l'a lui-même redit ce midi. Nous voulons une paix solide et durable, c'est-à-dire une paix qui garantisse la souveraineté de l'Ukraine, et qui ne soit pas une prime pour l'agresseur, ni une capitulation, ni un cessez-le-feu sans garantie, expérience que nous avons déjà vécue en 2014, je le rappelais là aussi hier. C'est la raison pour laquelle l'idée d'une séquence que nous avons soutenue en lien direct avec le président Zelensky, avec le Premier ministre Starmer et le chancelier Scholz, a été aussi longuement discutée aujourd'hui et approuvée par tous. L'idée que nous allions d'abord vers une trêve qui permette d'être mesurée et vérifiée, trêve dans les airs, sur mer et sur les infrastructures civiles, qui puisse ensuite permettre de discuter ce qui constitue les garanties de sécurité au sens large, qui vont du renforcement de l'armée ukrainienne à la présence de forces européennes ou non européennes sur le sol ukrainien, jusqu'à d'autres types de garanties. À ce titre, j'ai invité l'ensemble des collègues qui souhaitaient y participer à la réunion qui se tiendra à Paris le 11 mars prochain avec nos chefs d'état-major. À ce titre et au-delà, la priorité évidemment est de soutenir l'Ukraine et son armée à très court terme. C'est les choix que nous avons faits tous de manière coordonnée ces derniers jours, en renforçant ou en accélérant les paquets d'aides déjà décidés ou en mobilisant nos principaux opérateurs pour faire face aux besoins les plus brûlants de l'armée ukrainienne. En 2025, l'Union européenne fournira à l'Ukraine 30,6 milliards d'euros au titre de la facilité pour l'Ukraine et de l'initiative ERA du G7, financée par, vous le savez, les intérêts des actifs russes immobilisés. Et nous avons confirmé la disponibilité des Européens à accroître en urgence notre soutien militaire à l'Ukraine et à répondre à ses besoins les plus pressants en matériel, en examinant aussi toutes les initiatives pour y parvenir. Au-delà de ces éléments de court terme, ce Conseil européen a décidé d'accélérer sur l'investissement en soutien à la défense européenne. Et cela en lien direct avec le contexte que je viens de rappeler, et parce que l'analyse partagée par tous les États membres est en effet que la Russie, comme là aussi je le rappelais hier aux Françaises et aux Français, constitue dans la durée une menace existentielle pour l'ensemble des Européens et donc aussi pour la France. Nous sommes aussi convaincus, et nous respectons, que beaucoup de nos alliés historiques ont aujourd'hui d'autres priorités que l'Europe et qu'en effet, nous ne pourrons plus toucher les dividendes de la paix. C'est ce constat qui nous a conduit, dès 2017, à lancer un exercice stratégique inédit, puis
à faire voter 2 lois de programmation militaire qui auront conduit à doubler le budget des armées françaises. Mais après le réveil de l'agenda de Versailles, décidant de l'autonomie stratégique pour les Européens, ce sont maintenant des décisions qui marquent sur le plan de la défense un passage à l'action. Avec l'emprunt de 150 milliards d'euros de la Commission, garanti sur le budget de l'Union, les États membres pourront se voir prêter aux meilleures conditions du marché des financements qui permettront des équipements de court terme et donc de manière plus immédiate. La décision ensuite de règles plus flexibles du pacte de stabilité et de croissance permettra de libérer des investissements de défense au niveau national par les États membres. Plusieurs programmes du budget européen, notamment les fonds structurels, sont repriorisés par la Commission pour pouvoir être utilisés là aussi sur les dépenses en matière de défense. La Banque européenne d'investissement est mobilisée, plutôt remobilisée sur ses actifs et ses activités. Et évidemment, l'épargne européenne, que nous savons abondante, servira aussi et sera mobilisée pour la base industrielle de défense européenne, notamment par l'Union des marchés de capitaux. Toutes ces actions de court terme, et je remercie encore une fois la Commission pour ce travail, ont été validées. Nous avons aussi donné des orientations supplémentaires pour le livre blanc qui sera finalisé pour la mi-mars et qui permettra ensuite de préparer des décisions supplémentaires, en particulier de financement. Parce qu'au-delà de la mesure de très court terme du prêt de 150 milliards, il faut trouver en effet des financements communs plus pérennes. J'ai pu là-dessus faire plusieurs propositions et je pourrai y revenir si vous le souhaitez dans les questions. Ce qui importe à mes yeux aussi, c'est la méthode derrière cela. C'est que nous avons évidemment besoin de dépenser davantage, d'investir davantage dans notre défense. Mais ce que nous soutenons, c'est que ces dépenses ne soient pas de l'achat de matériel sur étagère qui, à nouveau, serait du matériel non européen. Et comme vous le savez, c'est ce que la France soutient depuis plusieurs années, ce qui a été là aussi acté. Ce qui suppose de définir des domaines de priorité, ceux sur lesquels nous avons soit des dépendances, soit des concurrences entre des solutions européennes et non européennes. Défense aérienne et antimissiles, système d'artillerie, y inclut les capacités de frappe dans la profondeur, missiles et munitions, drones et systèmes anti-drones, facilitateurs stratégiques y inclut pour le spatial et la protection des infrastructures critiques, mobilité militaire, cyber, intelligence artificielle et guerre électronique. Sur ces domaines-là, la méthode est d'identifier les meilleurs entrepreneurs et les meilleures entreprises que nous avons, les programmes déjà existants, essayer d'accélérer leur rythme et augmenter leur capacité de production et demander à chaque État membre de réexaminer les commandes en cours pour voir s'il peut prioriser des commandes européennes. Revenir sur les règles aujourd'hui trop lourdes des procédures d'attribution et donc simplifier les règles de passation de ces marchés. Revenir aussi sur les règles très coûteuses et non compétitives du retour géographique qui existe pour beaucoup de nos programmes. Le spatial étant sans doute l'un des premiers tests, et je le dis, un jour de succès spatial européen avec le tir d'Ariane 6. Nous y sommes donc, et c'est un véritable sursaut d'investissement européen qui est aujourd'hui décidé, qui n'est qu'une étape, avant donc le livre blanc, des décisions supplémentaires qui viendront dans ce semestre au niveau du Conseil, mais une articulation plus profonde, comme vous l'avez compris, de notre base industrielle et technologique de défense européenne. Ces décisions, pour moi, sont un élément clé de ce que j'appelais hier de mes vœux et ce sur quoi nous sommes aussi mobilisés au niveau national. C'est-à-dire que compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir, sur les quelques années qui viennent, des capacités de défense autonomes pour les Européens. Je me félicite des choix qui ont été faits aujourd'hui, mais aussi du très large consensus qui a émergé de nos échanges et qui marque à mes yeux une grande lucidité des Européens et un réveil stratégique profond. Nous aurons donc dans les semaines à venir à en tirer toutes les conséquences, sur le plan économique lors du prochain Conseil, sur le plan de la défense et de la sécurité dans les semaines qui viennent par de nouvelles décisions. Je vais maintenant répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Francesco Fontemaggi pour l'agence France-Presse. Vous avez évoqué cette réunion des chefs d'état-major des pays qui sont prêts à apporter des garanties dans le cadre d'un accord de paix en Ukraine, s'il advient, qui aura lieu mardi. Vous avez invité, si j'ai bien compris, aussi des chefs d'État et de gouvernement à y participer.
Est-ce que vous pouvez nous dire combien de pays sont prêts à participer à cette réunion et au-delà à la coalition pour ces garanties de sécurité? Et donc, est-ce que la coalition, le plan franco-britannique ou français soutenu par les Britanniques, je ne sais pas comment il faut l'appeler, commence à prendre forme? Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est et à quel moment vous serez prêt à aller le présenter à nouveau au président Trump, notamment à Washington? Et sur ce point-là, est-ce que vous avez pu avancer sur le backstop, l'éventuel filet de sécurité que beaucoup de pays réclament des États-Unis pour pouvoir eux-mêmes s'engager à apporter des garanties? Merci. Merci beaucoup. Sur l'initiative que nous avons prise en lien avec le président Zelensky, avec le Premier ministre Starmer, avec aussi le chancelier Scholz et plusieurs collègues qui sont en soutien, et je veux ici remercier aussi la Norvège, les Pays-Bas et plusieurs autres. Nous avons, au fond, essayé, par une série de séquences qui ont été construites, d'éviter un cessez-le-feu qui serait négocié à la va-vite sans aucune garantie. Et donc, cette proposition de séquence, elle a été discutée en permanence durant les derniers jours, par des échanges avec nos amis ukrainiens, avec le président Trump et ses équipes. Vous l'avez vu, donc, dès la semaine prochaine, et c'est une très bonne chose, il y aura une reprise des discussions qui se fera. Et donc, l'idée est que ceci puisse avancer lors des pourparlers qui vont reprendre au niveau négociateur en Arabie Saoudite dès le début de semaine prochaine. Et donc, pour la première fois depuis le début de ce processus, qui était aussi un de nos objectifs, il y a bien un processus qui existe entre les États-Unis et l'Ukraine au niveau de ces négociateurs pour pouvoir avancer sur ce schéma. Et donc, nous avançons de manière concrète pour voir ce qui est accepté par les uns et les autres et pour que, en effet, cette séquence qui permette de construire d'abord une trêve mesurable, puis les conditions de garantie de sécurité, les mesures de confiance et à la fin une paix durable puisse être suivie. Et donc, c'est en temps réel, en quelque sorte, maintenant, mais il n'y aurait pas de plan caché ou de plan qui serait préparé. L'action se fait chaque jour et donc les contacts sont permanents. J'ai eu tout à l'heure un entretien bilatéral avec le président Zelensky sur ce sujet. Juste avant de vous retrouver après le Conseil, j'ai eu un échange avec le Premier ministre Starmer et nous aurons les Américains dans les prochaines heures. Donc nous avançons et nous verrons ce qui arrive à cheminer dans les prochains jours au niveau des négociateurs à Riyad. Sur ensuite ce qu'on appelle garantie de sécurité. Il faut voir d'où on part. Les Russes ont très clairement dit quelle était leur volonté. Ils l'ont dit lors des négociations qui s'étaient tenues à Istanbul au printemps 2022, et ça a été rappelé par plusieurs officiels. Pas d'OTAN, aucune armée étrangère, et une démilitarisation de l'Ukraine que les Russes veulent voir comme une armée, un pays neutre, ce qui veut dire un format d'armée très réduit. Ces conditions sont évidemment inacceptables pour les Ukrainiens, mais pour nous tous. Parce que c'est recréer en quelque sorte, et je dirais empire, les conditions de 2014, et à coup sûr, c'est permettre à la Russie de prendre quelques années pour se réorganiser et lancer à nouveau une opération qui menacerait la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine et ce faisant la nôtre. Et donc quand on dit garantie de sécurité, il y a, si je puis dire, plusieurs options qui existent. Il y a d'abord de dire, nous soutenons tous l'idée d'une armée ukrainienne de taille et de nature à pouvoir résister à une agression russe. C'est-à-dire un format d'armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, avec des équipements de meilleure qualité, et en particulier une défense solaire et toute une catégorie de capacités qui permettent de résister. Sur ce volet-là, je crois pouvoir dire qu'il y a unanimité des alliés. Je n'ai entendu aucun des alliés, c'est-à-dire européens et non européens, dire on ne veut pas participer à ces garanties de sécurité. Il y a vraiment un consensus très fort, tout le monde est d'accord. Il y a ensuite l'idée de dire, comme il y a un refus aujourd'hui américain de rentrer dans l'OTAN. La meilleure garantie de sécurité, c'est l'adhésion à l'OTAN. Nous la soutenons. C'est des mécanismes de type adhésion dans l'OTAN. Plusieurs pays ou commentateurs ont proposé des mécanismes article 5 ou des solidarités. Jusqu'à présent, les États-Unis d'Amérique ont refusé tous ces mécanismes de type otanien. Et donc, il y a une autre catégorie qui consiste à déployer sur une base et sur des décisions totalement nationales, une série d'armées, pas sur la ligne de front, pas en zone occupée, mais le jour d'après la paix dans des zones justement calmes,
leurs armées pour sécuriser pleinement celles-ci, marquer une signature stratégique et créer une solidarité de fait de nations membres de l'OTAN. Et donc ça, c'est un des schémas qui a été travaillé en franco-britannique, élargi à d'autres, et il y a plusieurs pays, et vous avez raison que pour tous, la condition, c'est la nature du soutien américain. Et donc il y aura des premières discussions exploratoires sur toute cette gamme d'options qui se tiendront avec les chefs d'état-major de toutes les armées alliées. Ils seront tous sollicités, et donc il appartiendra à chacun ensuite de se mobiliser au niveau souhaité, en étroite coordination avec l'OTAN et le commandement militaire de l'OTAN, qui sera aussi associé à cette démarche. Et donc là, l'idée, c'est de donner de la visibilité au maximum aux Ukrainiens et de marquer aussi un signal sur la nature de notre soutien. Tous les pays seront invités mardi, puisque le premier étage, c'est vraiment l'unanimité, comme je l'ai dit. Et donc, ce qui est important pour nous dans les travaux aussi, ce sont des travaux techniques qui seront menés. Ce n'est pas au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Je pense que je dirais sans doute quelques mots, puisque nous sommes à l'initiative. Mais c'est aussi techniquement de voir quel type d'organisation et quel coût pour un soutien durable d'une armée ukrainienne à un format crédible. Et ça, ce sont des travaux qui n'ont pas commencé. Donc, il faut qu'ils soient menés. Non, l'objectif est que le travail continue, et donc nous continuerons ensuite en lien étroit avec l'OTAN et les uns et les autres, mais tout ça se fera en transparence complète, et d'ailleurs il y aura sans doute des représentants du commandement américain, en tout cas de l'OTAN, qui permettront de partager ces informations. Bonsoir, Monsieur le Président. Philippe Ricard pour Le Monde. À propos des débats de ce soir, est-ce que vous pouvez nous préciser vos idées concernant justement les financements innovants supplémentaires que vous appelez de vos voeux dans le cadre du livret blanc sur la défense au niveau communautaire? Est-ce que c'est par exemple un grand emprunt européen nouveau, un véhicule spécial, intergouvernemental? Est-ce que ce sont des idées que vous avez déjà discutées, notamment avec Friedrich Merz, futur chancelier allemand, et savez-vous ce qu'il en pense déjà? Voilà. Et puis, relativement à ce que vous avez dit hier sur la dissuasion nucléaire française, que vous proposez d'élargir, disons, à disposition d'autres États européens, en avez-vous parlé ce soir avec vos homologues du Conseil européen? Quelles ont été leurs questions sur le sujet? Comment vous voyez les choses, en fait, ce débat évoluer? Merci. Merci beaucoup. En effet, je pense qu'aujourd'hui, on utilise, vous le voyez bien, ce qui n'a pas été pris à la fois du plan précédent et d'autres fonds existants non utilisés. Et donc, la Commission a fait ce qu'il fallait faire. Elle a réagi très vite sur une base légale qui lui permettait de faire ça et de mobiliser ses financements. Et donc, c'est très utile parce que ça permet des décisions rapides, des commandes rapides, et donc d'accélérer les programmes qui sont aujourd'hui dans la main de nos grands industriels en Europe. Mais ça n'est pas suffisant. Nous, ce que nous allons soutenir, c'est en effet l'idée que ensuite on puisse avoir un financement commun, parce que je pense que la liberté, l'espace budgétaire qui est laissé au niveau national n'est pas une solution satisfaisante, parce qu'il y a beaucoup de différences entre les États membres, et si on veut vraiment avoir des grands programmes européens et avoir une base industrielle européenne, il faut un financement européen. Et donc ce que nous allons soutenir, c'est en effet qu'on puisse aller vers des financements innovants. Alors les uns proposent d'avoir comme sous-jacent l'ESM, mais je suis pour ma part favorable à regarder cette solution, mais à regarder aussi celle d'un emprunt européen pour la défense, qui permettrait d'ailleurs plus largement de regarder pour le financement des grands efforts de défense comme d'intelligence artificielle, les deux étant liés, et les deux étant clés pour notre souveraineté stratégique et notre autonomie. Et je pense qu'un tel financement est d'autant plus pertinent qu'il permettrait d'enjamber ce qui va sinon arriver très vite sur nos économies, qui est le début du remboursement de l'emprunt fait pendant la période Covid, qui va arriver à partir de 2028. Et donc vous voyez bien que le défi pour nos pays, c'est aujourd'hui d'accroître leur financement national sur des sujets de priorité, leurs grands investissements, dont la défense. Mais ça n'est pas de, en quelque sorte, répondre au remboursement d'emprunts qui datent d'hier. On a besoin de se donner de la profondeur de champ. Et quand on regarde au niveau agrégé, l'Union européenne ou même la zone euro, on a un sous-endettement de cet espace par rapport aux États-Unis d'Amérique qui nous donne beaucoup d'espace. Et j'insiste là-dessus, les 5 à 10 ans qui viennent, le rapport Draghi comme le rapport Letta l'ont très bien montré, et la situation géopolitique accélère cela. Ce sont les 5 à 10 ans où nous avons des investissements massifs à faire. Si nous, Européens, nous voulons nous élever à la hauteur de la menace, si nous voulons répondre aux besoins d'investissement en matière d'intelligence artificielle, parce que la course est maintenant, et si nous voulons répondre aux défis de la décarbonation de nos économies,
sur justement tout ce qu'on appelle les technologies vertes. Et donc la priorité, c'est de mobiliser un financement commun pour le faire maintenant et avoir plutôt des échéances de remboursement qui viendront quand on aura passé cette bosse, si je puis dire. Et quand on aura sécurisé des équipements qui nous permettent d'être crédibles pour nous-mêmes, quand on tirera les dividendes de la décarbonation, parce que dans quelques années, on va avoir ces dividendes. On est en train d'investir massivement sur nos interconnexions, sur nos réseaux, sur nos programmes nucléaires et renouvelables. Tout ça va nous permettre d'être beaucoup moins dépendants du coût des fossiles. Et donc ça, on aura le dividende, si je puis dire, ou le retour sur investissement dans 5 à 10 ans. Et donc je pense que la bonne solution pour les Européens, c'est en effet de mobiliser massivement des financements par les marchés, en commun, de montrer cette signature commune et de pouvoir le faire en particulier pour aller plus loin en matière de défense. En parallèle, je suis favorable à ce qu'il y ait des ressources propres. J'ai évoqué ce soir plusieurs pistes, dont la fameuse taxe numérique, évoquée depuis plusieurs années. Je pense que le moment est opportun pour enfin y venir, et ça devrait être une ressource propre européenne, mais on doit avoir des ressources propres aussi pour faire face à cela. On a besoin d'un nouveau saut comme on a su le faire dans le temps du Covid. Sur tout ça, j'ai évidemment commencé la discussion avec le futur chancelier Merz, et donc nous avançons, nos équipes échangent en temps réel, et je pense que c'est en effet un moment important de la convergence franco-allemande, et j'aurai l'occasion de rééchanger avec lui dans les prochaines semaines. Et j'ai vu quand même entre la période du Covid et aujourd'hui beaucoup d'évolutions sur ce sujet. Et vous l'avez d'ailleurs vu vous-même, beaucoup d'États ou de responsables politiques qui étaient naguère totalement hostiles à toute forme d'endettement commun les soutiennent s'il y a derrière justement les programmes que j'évoquais. Sur la dissuasion nucléaire, j'ai expliqué hier de quoi il en retournait. Ce que j'ai proposé, c'est d'ouvrir une conversation stratégique avec les États membres qui étaient intéressés à justement avancer sur ce sujet. Plusieurs de mes collègues sont venus me voir. Et donc maintenant, on va ouvrir une phase où nos techniciens vont échanger. On va regarder exactement, on va ouvrir un dialogue à la fois stratégique et technique. Et se suivront des échanges au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour regarder d'ici la fin du semestre s'il y a des coopérations nouvelles qui peuvent voir le jour. Toute la journée. Mais parce que j'ai aussi répondu à une invitation qui a existé. Et c'est normal. Regardons quand même avec lucidité la situation que nous vivons depuis 3 ans. Pourquoi les Européens et tous plus largement sont dans cette situation face à l'Ukraine? Parce que vous avez une puissance nucléaire qui est l'agresseur. Et donc, de manière assez légitime, l'Europe doit se poser la question de la dissuasion nucléaire pour elle-même, au sens large. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Moi, je suis journaliste russe en exil ici en France, de la chaîne indépendante Docht. Je m'appelle Denis Kataev. Merci à la République française pour nous accueillir ici en Europe. Et j'ai une question sur la réaction. Monsieur le Président, merci pour vos efforts et vos initiatives inspirent l'optimisme, mais pas tout le monde. Pas pour tout le monde. Avez-vous entendu la réaction de Moscou, par exemple? Monsieur Poutine s'est vexé après votre discours d'hier et a déclaré, je le cite, « Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon en oubliant comment cela s'est terminé. » Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet? Et monsieur Trump aussi, il a aussi réagi sur le sujet de l'OTAN. Je le cite, mon plus grand problème avec l'OTAN, c'est que si les États-Unis avaient un problème et qu'on appelait la France, vous pensez qu'ils viendraient nous aider? C'est la question de monsieur Trump. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Et j'ai une question plus sérieusement, monsieur le Président. Donald Trump légitime aujourd'hui, Donald Trump légitime M. Poutine. Il a rétabli des relations avec M. Poutine, avec la Russie. Mais vous, en tant que leader de l'Europe aujourd'hui, êtes-vous personnellement prêt à parler à nouveau avec M. Poutine? Et quand? Parce qu'à Washington, vous avez également évoqué qu'après Butcha, c'est impossible. Et maintenant, c'est possible et le moment n'est
n'est-il pas encore venu pour parler avec M. Poutine? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Sur votre première question, je connais bien le président Poutine, donc s'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai et que je sais que il peut trahir les accords qu'il signe et qu'il l'a déjà fait, que je suis là pour en témoigner, puisque nous étions avec la chancelière Merkel les garants par le processus de Normandie d'accords de Minsk qu'il a délibérément violé. Ensuite, je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ça n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre. À la question de savoir si la France viendrait aider les États-Unis d'Amérique, je convoquerai notre histoire séculaire. Lafayette est venu, Pershing a fait le trajet dans le sens inverse en convoquant cette mémoire, et j'étais il y a encore quelques jours aux côtés de vétérans américains qui avaient fait le chemin jusqu'à Omaha Beach, et tant d'autres l'ont fait. Nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Mais oserais-je rappeler que pas simplement les Français, les Européens étaient là quand l'Afghanistan fut sonné. Et d'ailleurs, on ne les a pas prévenus poliment quand l'Afghanistan cessa. Donc nous sommes des alliés loyaux et fidèles. Que quiconque ose en douter regarde simplement l'histoire contemporaine qui est la nôtre. Elle justifie tout simplement ce que nous avons pour les États-Unis d'Amérique, ce que j'ai pour ses dirigeants, respect et amitié. Et je pense qu'on est en droit de réclamer la même chose, parce que notre histoire montre qu'on le mérite. Et je suis prêt à parler au président Poutine quand nous aurons considéré, avec à la fois le président Zelensky et nos partenaires européens, que c'est le bon moment. Mais là, on rentre dans une phase de discussion, de pourparlers, qui, à un moment, justifiera pleinement qu'il y ait des discussions avec les négociateurs et les dirigeants. Donc la réponse est oui. Je vais prendre une dernière question avant de filer. Allez-y. Bonsoir Monsieur le Président, Léopold Debert pour BFM TV. Dans la suite de ce que vous venez de dire, il y a une déclaration il y a quelques heures de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, sur la profondeur de cette guerre, d'où vient-elle, etc., avec ce message qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, on est dans une guerre entre les États-Unis et la Russie. En fait, l'Ukraine ne serait qu'une sorte de proxy. C'est le terme qu'il a employé à la télévision. C'est une rhétorique qui est également employée par Moscou. Quelle est votre réaction à cette façon de parler de ceux que vous qualifiez encore aujourd'hui évidemment comme nos alliés, mais donc cette espèce de rhétorique qui est en train de changer? Je vous remercie. Je crois que c'est impropre. Je crois d'abord que cette guerre a été déclenchée de manière unilatérale par la Russie. Il n'y avait aucune volonté ni de l'OTAN, ni de quelque allié, ni des Européens, de menacer la sécurité de la Russie à travers l'Ukraine. Et je peux vous le dire, et aucun de mes prédécesseurs, d'ailleurs, ne dirait le contraire. Nous avons toujours veillé à cela. Et lorsque des propositions sont venues, par exemple pour étendre l'OTAN, c'est la France et l'Allemagne qui l'ont rejeté en 2008 à Bucarest. Bon. Et ça n'a pu être ensuite réenvisagé. Et donc, est-ce que ces dernières années, il y avait une forme de pression, de tension ou de projet, comme j'entends parfois, d'extension qui aurait justifié une réaction russe? C'est faux. Ceci est un conte, un mauvais conte. Il n'y a qu'un agresseur, il est russe, et il a décidé de le faire par impérialisme, par volonté d'extension, et une volonté de conquérir l'Ukraine. Rappelez-vous d'ailleurs, il y a 3 ans, on nous expliquait que ce serait une opération spéciale qui prendrait 3 semaines. Et cette opération, d'ailleurs, était menée à l'Est et par le Nord, avec plusieurs centaines de milliers de soldats qui venaient sur Kiev.
laquelle fut libérée, ainsi que le nord du pays, par les Ukrainiens. Ensuite, je crois que c'est impropre de qualifier cela parce que ça, en quelque sorte, déresponsabilise les responsables ukrainiens. Depuis 3 ans, que je ne sache, il n'y a eu aucun combattant, ni européen, ni américain, sur le sol ukrainien. Nous avons aidé, nous avons financé, nous avons donné des capacités. Mais les braves qui se sont battus pour leur territoire et pour leur souveraineté sont les Ukrainiens. Pas nous, ni Américains, ni Européens. Et donc vouloir dire en quelque sorte aujourd'hui que ce serait simplement une discussion entre Américains et Russes, c'est déposséder un peuple qui a résisté pour sa survie de sa dignité et de son combat. Je crois que ce n'est pas ce que nous devons faire. Donc non, c'est une guerre de résistance de l'Ukraine face à l'agression russe. Ça n'est que cela. Et je crois qu'il faut continuer de bien la nommer. Ensuite, la paix impliquera d'abord les Ukrainiens avec les Russes autour de la table, mais également les Européens en tant qu'ils sont des soutiens, et qu'il s'agit aussi de la sécurité européenne, et évidemment les Américains et les autres alliés qui sont venus à leur côté et qui sont des contributeurs importants sur le plan financier et militaire. Voilà, je pense qu'en nommant bien les choses, on peut trouver une solution utile. Mais non, sinon on avance de travers. Je voulais rétablir les choses. Je vais devoir partir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. À Bruxelles, après cette réunion extraordinaire du Conseil européen qui a donc acté aujourd'hui ce plan pour la défense à 800 milliards d'euros et donc ce soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron, Ulysse Gosset, qui a également répondu à Vladimir Poutine, puisqu'un petit peu plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine avait dit qu'Emmanuel Macron se prenait pour Napoléon et lui avait rappelé la défaite des troupes de Napoléon en 1812 en Russie. Et là, ce soir, Emmanuel Macron lui dit « Poutine piqué, son jeu est démasqué, il sait que tout ce que j'ai dit sur la menace russe, c'est vrai, donc il n'en démord pas, il reste ferme, le président, mais il dit quand même, je suis prêt à reparler avec lui au moment voulu. » Au bon moment, lorsque nous l'aurons décidé avec le président ukrainien Zelensky et nos alliés européens. Donc pas tout de suite. Mais oui, il peut y avoir effectivement une perspective de dialogue au bon moment. Sur la rivalité, ou plutôt l'échange Poutine-Macron, effectivement, il va beaucoup plus loin que ça. Il dit, si effectivement Poutine réagit comme ça en parlant de Napoléon, c'est qu'il est piqué au vif, c'est parce que je dis vrai. Et il ajoute, Poutine est capable de trahir sa signature et ses engagements. C'est quand même assez grave et sérieux. Et il l'accuse d'être un impérialiste révisionniste, et il lui conseille de revoir justement les livres d'histoire en rappelant que Napoléon était parti dans un esprit de conquête et pas d'impérialisme. Bon, en tout cas, on voit bien que la polémique, si vous voulez, entre les deux chefs d'État atteint un niveau très tendu, et que pour le Kremlin, le fait que le président français ait décrit la menace russe telle qu'elle est, c'est-à-dire elle est là comme une menace pour la France et pour l'Europe, a piqué effectivement au vif les Russes qui ont réagi très brutalement. On l'a vu avec plusieurs déclarations à Moscou. Un mot aussi de Trump, parce qu'on lui demande est-ce qu'on peut faire confiance aux Américains, et il dit nous sommes des alliés fidèles et loyaux, respect et amitié, on peut attendre la réciprocité. Sous-entendu, on attend de Trump qu'il se comporte comme un allié loyal. Et voilà, un message qui est adressé au président des États-Unis, alors que les discussions sur la paix, ou en tout cas le cessez-le-feu en Ukraine, reprendront mardi en Arabie Saoudite. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez tout juste d'Ukraine, où vous avez réalisé un reportage pour Paris Match aux côtés de ceux qui résistent toujours à Vladimir Poutine. On va y revenir dans un instant, mais avant j'aimerais avoir votre réaction déjà sur les propos ce soir d'Emmanuel Macron, sur le ton très virulent qu'il adopte vis-à-vis de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il a raison de parler comme ça du président russe ? Pas virulent, ferme. Et vrai. Il a raison de dire, il est vrai que les Ukrainiens mènent une guerre de résistance, il est vrai que ce sont des braves, il est vrai que l'impérialisme d'aujourd'hui, il a en particulier le visage de Poutine, et il est vrai qu'il était temps que l'Europe se réveille et se dresse contre cela. Et j'ai trouvé, franchement, j'ai écouté très attentivement et la conférence de presse et les réponses aux questions, et ça me semble, tout ce qui vient d'être dit me semble juste. Comment voyez-vous ce qui est en train de se jouer en ce moment, ce qui s'est joué aujourd'hui, notamment à Bruxelles, avec ce feu vert des 27 qui ont validé ce plan à 800 milliards d'euros pour mobiliser, pour créer une Europe de la défense? On y est, ça marque réellement un tournant? Je crois que ça marque un tournant historique, ça marque un
réveil de l'Europe. Moi, vous savez, ça fait des années que je répète cela, que je répète, c'est pas depuis 2022. Il y a dans les années, au début des années 2000, déjà, Vladimir Poutine disait que son ennemi, c'était l'Europe. Il y a des déclarations que tout le monde a oubliées de Vladimir Poutine, je crois, en 2018, dans un forum qui s'appelle le Club Valdai, où il s'exprimait comme un djihadiste, où il disait que le jour où la Russie déclenchera une attaque nucléaire contre l'Europe, les Russes iront au paradis et que les Européens ou les Américains iront en enfer. 2018, Club Valdai. Il parlait comme Daesh, comme Al-Qaïda, vous savez, les martyrs qui montent au ciel. Donc, enfin, l'Europe se réveille. Enfin, elle comprend qu'elle est confrontée en Ukraine et avec des vaillants Ukrainiens qui font barrage à une menace existentielle. C'est grâce à Donald Trump si elle se réveille ? C'est pas grâce à Donald Trump, elle se réveille tard, mais elle se réveille grâce aux Ukrainiens qui tiennent bon, qui résistent et qui nous protègent. Moi, je suis horrifié par des tas de choses que l'on entend évidemment dans le bureau ovale, mais aussi dans le bruit de fond européen. Un Zelensky présenté comme un mendiant, un Zelensky qui devrait nous remercier de l'aider. Zelensky, il est notre défenseur. Parce que j'entends aussi ça souvent, que l'idée de l'armée russe qui attaquerait l'Europe, c'est pas possible. La preuve, il piétine aux portes de l'Ukraine. Il piétine pourquoi ? Ils piétinent parce qu'ils ont en face d'eux une armée qui est l'armée ukrainienne et qui est une armée exceptionnelle, aguerrie, courageuse et voilà, et qui tient la ligne. Mais justement, sur la menace, un réveil de l'Europe douloureux quand même. Un réveil de l'Europe tardif. Mais douloureux aussi, parce qu'on est face à une réalité qui n'est pas... On est face à une réalité terrible. La guerre, on ne peut pas jouer avec ça. Poutine joue avec ça depuis des années. Et c'est atroce, avec la menace nucléaire, avec la guerre de civilisation, avec ces idéologues, Karagamov, Douguine, qui nous déclarent la guerre totale depuis des années. Poutine joue avec ça. L'Europe, en effet, ça c'est la beauté, la grandeur des démocraties. L'Europe a répugné à entrer dans ce jeu-là. Mais elle le fait aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est tard, oui, et que comme disait quelqu'un, je crois, tout à l'heure sur votre plateau, Dominique Mas, il me semble, ouais. Ça aurait coûté beaucoup moins cher. Si on avait anticipé, si on n'était pas mis dans cette situation-là. Si dès 2022, si on avait écouté Volodymyr Zelensky, moi, dès 2022, et même avant, moi, vous savez, j'ai rencontré Zelensky la première fois, c'était avant son élection en 2019. Et déjà à l'époque, il disait, la guerre est déclarée. Les Ukrainiens se battaient dans le Donbass avant la guerre de 2022. Et la vraie cible, c'est l'Europe. On aurait dû entendre Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens dès cette époque. On a regardé ailleurs à ce moment-là, ça vous dites. On était dans une espèce d'enchantement, de rêve, de monde fantasmagorique. Mais alors justement, sur la naïveté, sur la menace russe, Emmanuel Macron a tenu un discours très grave. Hier, il a dit la menace, elle est là, elle n'a pas de frontières, elle est déjà chez nous, en ce moment, en France. Il a évoqué les attaques numériques, il a évoqué en Europe la manipulation d'élections, l'assassinat d'opposants. Certains dans la classe politique ont dit qu'il dramatisé. Mais non, mais bien sûr que non. Ce qui est dramatique, je vous le répète, c'est encore une fois Sergueï Karagamov, qui est, je crois, le vice-président du Conseil stratégique et de défense, qui dit il y a quelques mois ou un an ou deux peut-être que la Russie doit briser l'épine dorsale de l'Europe et qui réactualise. C'est un proche de Poutine. Il réactualise la doctrine nucléaire russe en disant que il y a un bon usage du nucléaire qui consistera à briser l'épine dorsale, l'échine de l'Europe, notre échine aux uns et aux autres. C'est ça qui est dramatique. C'est pas d'en prendre conscience et de se réveiller. Enfin, Emmanuel Macron, je crois qu'il est réveillé depuis longtemps, d'ailleurs. Mais nous, citoyens, nous ne l'étions pas. Voilà. Donc, et vous dites aujourd'hui que la Russie est en guerre contre nous, Européens, mais la Russie Français. est en guerre contre nous depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans. Regardez les déclarations de Poutine, regardez les déclarations de son entourage. Je vous parlais de ce Karagamov. Il y en a un autre qui s'appelle Alexandre Douguine. Il se trouve que je l'ai eu en face de moi un jour dans un débat public à Amsterdam, qui est disponible sur les YouTube et les réseaux. J'avais en face de moi un belliciste, enfin un idéologue belliciste, impérialiste, qui pensait que l'Europe devait être
brisé là aussi, que nos valeurs étaient décadentes, que notre modèle de société était un modèle corrompu. Donc vous êtes convaincu que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine si on la laisse faire, comme a pu le dire Emmanuel Macron? Je suis convaincu que si les Ukrainiens ne faisaient pas rempart de leur corps, si les Ukrainiens ne nous défendaient pas en même temps qu'ils se défendent, l'armée russe serait déjà dans un pays de l'Est de l'Europe. C'est la doctrine russe. C'est ce qu'ils disent à longueur de journée. Sauf qu'ils ont trouvé un os sur leur route. Ce sont ces femmes et ces hommes, ces femmes aussi, que je raconte dans ce reportage de Paris Match, oui, et qui se battent, voilà, et qui se battent avec un courage admirable. Et pour autant, il y a le réveil de l'Europe, il y a le courage des Ukrainiens, mais est-ce qu'on peut empêcher un accord Poutine-Trump sur le dos de l'Ukraine qui passerait peut-être même par l'élimination politique de Zelensky? Est-ce que ce n'est pas trop tard? On voit que les conversations vont maintenant aller dans le dur. À Riyad, en Arabie Saoudite, est-ce que cet accord de paix va se faire, quoi qu'il en coûte, à l'Ukraine? Écoutez, je vois pas comment on peut... dans quel monde sommes-nous? Comment est-ce qu'on peut éliminer politiquement Zelensky? Zelensky, c'est un président... C'est de tous les présidents, occidentaux, le mieux élu. On entendait Donald Trump l'autre jour qui disait qu'il était mal élu, dictateur. C'est un président élu à 73 ou 75% des voix de son pays. On n'élimine pas politiquement parce qu'on le décide dans une relation de mafieux entre monsieur Poutine et monsieur Trump. On n'élimine pas comme ça un dirigeant démocrate. Mais est-ce qu'on peut empêcher un accord qui se fasse finalement par une forme de capitulation de l'Ukraine? On voit déjà que Zelensky a cédé. Il a présenté ses regrets à Trump après l'incident de Grovach. Il n'a pas vraiment présenté ses regrets. La question, c'est est-ce qu'il peut obtenir une paix juste qui garantisse la sécurité de l'Ukraine? Il faut qu'il l'obtienne, bien sûr. Il faut la paix. Nul au monde ne la désire plus, cette paix, que les Ukrainiens et que leur président Zelensky, mais pas n'importe quelle paix. Et je peux vous dire, les peuples, ça existe, et les femmes et les hommes qui se battent dans le Donbass, qui se battent à Pokrovsk, j'y étais jusque avant-hier, ces femmes et ces hommes, ils n'accepteront pas une paix négociée au-dessus de leur tête par Poutine et par Trump. C'est pas possible. Mais est-ce qu'ils auront le choix? Est-ce qu'ils peuvent continuer sans l'aide américaine? Je sais que vous avez évoqué cette question avec Volodymyr Zelensky quelques jours avant son départ à Washington. Menace qui a été mise à exécution par Donald Trump dans les jours qui ont suivi. Que vous a-t-il dit à ce moment-là, le président ukrainien? Est-ce qu'il considère que l'Europe peut être une alternative? Volodymyr Zelensky, en effet, il croit à l'Europe. Il croit à la France, il a confiance dans le président Macron et ses militaires. J'ai rencontré aussi le lendemain, après Washington, le général Syrski, qui est le général en chef des armées ukrainiennes. J'ai raconté tout ça, je ne veux pas en dire plus ici dans ce reportage de Paris Match, mais les Ukrainiens ont des réserves, d'abord. Dites-nous quand même comment va le front ukrainien, si vous avez rencontré le chef d'état-major. J'ai rencontré le chef d'état-major, j'ai rencontré le général, le commandant en chef de la brigade Anne de Kiev, qui a défrayé la chronique et dont je peux vous dire qu'elle tient bien sa ligne. Et pourtant, il y a des revers ukrainiens. L'armée ukrainienne, elle endure des souffrances terribles, mais elle est moins fatiguée que nous, et elle n'est pas démoralisée, et elle continue de tenir et de gagner du terrain. Moi, pendant que j'étais là, dans la zone de Pokrovsk, l'armée ukrainienne a avancé, elle n'a pas reculé. J'étais à Toretsk, qui est un autre endroit du Donbass où passe la ligne de front. Pareil, il y a des villages qui ont été repris par l'armée ukrainienne. Alors tout ça, c'est évidemment des quelques kilomètres dans un sens ou dans l'autre, mais arrêtons avec le délire de le rouleau compresseur russe qui serait en train d'avancer de manière absolument inexorable. C'est faux. Mais sur l'aide militaire américaine, comment ça a été perçu? Parce que cette menace, elle planait au-dessus de l'Ukraine. Comment Volodymyr Zelensky vous en a parlé et appréhendé ce scénario? Évidemment qu'il l'appréhendait. À l'instant où je le vois, au moment où je le rencontre, il n'est pas encore tout à fait certain de prendre l'avion pour Washington. Je raconte cela, il hésite, il ne sait pas, il sent bien qu'il ne va pas arriver en territoire absolument ami comme il l'a été aujourd'hui à Bruxelles. Évidemment qu'il appréhende ce qui s'est passé, cette brutalité, cette cruauté de gangster à laquelle il a été confronté. Il prend le risque d'y aller néanmoins. Voilà. Après,
les hommes sur le terrain, pareil, l'aide américaine, évidemment que c'est extraordinairement précieux pour eux. Mais, encore une fois, ils ont des stocks d'armes, ils ont des stocks aussi de courage et d'abnégation. Et puis, il y a l'industrie de guerre ukrainienne. Les drones, par exemple, dont je raconte un peu, autant dans le détail que je le peux, cette guerre des drones. Les drones dont se sert l'armée ukrainienne et qui sont probablement les meilleurs du monde, les plus sophistiqués. Ces drones-là, ils sont fabriqués en Ukraine, il n'y a pas besoin de l'Amérique. Donc, je vous dis pas que ça sera sans douleur, ce retrait de l'aide américaine. Bien sûr que ça aura un prix terrible, mais je ne crois pas que cela obligera les Ukrainiens à capituler. Voilà, je ne le pense pas. Est-ce que Zelensky, par exemple, a évoqué avec vous l'hypothèse où il ne signerait pas un accord qui lui serait imposé? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit alors? Mais il dit déjà l'accord sur les minerais, sur les terres rares. Il a refusé de le signer dans une première version. Il est allé à Washington parce que cet accord avait été révisé. Ça n'était plus cet accord de comprador, cet accord de prédation qui lui avait été présenté au début. Et puis un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix qui serait un accord honteux, il le refusera. Mais bien sûr, vous savez, Volodymyr Zelensky, il est passé par toutes les épreuves, il est passé par tous les outrages. Il a donné au monde un exemple d'endurance et d'héroïsme extraordinaire. C'est pas aujourd'hui qu'il va se coucher, ça je vous le garantis. Même s'il a l'air en effet, de mettre un peu d'eau dans son vin en faisant ce que on a appelé des excuses qui, à mon avis, n'en sont pas. Je pense qu'il ne se couchera pas. Voilà, c'est mon avis. C'est en tout cas l'homme que j'ai rencontré, l'homme que j'ai fini par connaître un tout petit peu au fil de ces années. Je ne le vois pas se coucher devant un accord signé par Trump et Poutine sur le dos de son armée et de sa société et des enfants kidnappés d'Ukraine. Il ne se couchera pas, vous dites. Alors vous disiez quand vous l'avez rencontré, il ne savait pas encore s'il allait à Washington. Mais est-ce dans quel état d'esprit il était à ce moment-là? Est-ce qu'il se disait confiant vis-à-vis de cette rencontre avec Donald Trump, ou est-ce qu'il sentait le piège venir? Il sentait, je dirais pas le piège. Je raconte les choses très exactement et je veux pas aujourd'hui avoir la langue qui fourche. Donc, il ne sentait pas le piège, mais il ne se sentait pas confiant parce que il est par ailleurs extrêmement brillant et il sait bien que idéologiquement, doctrinalement, malheureusement, les États-Unis ont aujourd'hui à leur tête un homme qui est plus proche de Poutine que de lui, qui est plus proche du dictateur russe que des démocrates ukrainiens. Ça, il le sait. Andrei Yermak, son principal conseiller, était allé quelques semaines plus tôt entre l'élection de Trump et son inauguration à Washington, et il avait pris la mesure de cette hostilité sourde qui le précédait. Donc, bien sûr qu'il n'y allait pas le cœur léger. Maintenant, il est en guerre. Il mène une partie extraordinairement difficile. Il a pris le risque d'aller à Washington, oui. Bernard Olivier, quand on dit qu'aujourd'hui, le monde hésite entre Munich et Yalta, vous pensez qu'on est où, là, actuellement? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les hommes et les femmes, et les jeunes femmes, et cette jeune poétesse dont je parle dans Match, que j'ai quitté à Pokrovsk, ils veulent ni Munich ni Yalta, ça je vous le garantis. Ils sont pas prêts à accepter le retour de ce partage de l'Europe en deux, d'autrefois l'Europe kidnappée de Milan Kundera. Ils sont pas prêts à ça. Cette jeune écrivaine qui s'appelle Oksana, dont je fais le portrait dans Match, qui est une écrivaine, une poétesse et une commandante d'une unité de drone. Elle a 22 ans, elle est extraordinairement brave. Elle n'acceptera pas le retour de l'Europe kidnappée. Et elle n'acceptera pas non plus un Munich américain ou un Munich européen, ou les deux à la fois. Donc, dans tous ces plans-là, ces stratégies d'état-major, ces stratégies de gros oligarques dopés à la testostérone, il y a au milieu de ça un os qui s'appelle les Ukrainiens, le peuple ukrainien et les défenseurs de l'Ukraine. Et ceux-là, je finis par les connaître un peu, à force,
et c'est vraiment un caillou dans la chaussure et de Trump et de Poutine. Je le pense. Vous allez nous parler dans un instant effectivement d'Oksana, parce que vous faites son portrait et c'est important aussi de mettre des visages, de mettre des histoires sur ces personnes qui résistent aujourd'hui à Vladimir Poutine depuis 3 ans maintenant en Ukraine. Vous étiez aussi présent aux côtés de ces soldats qui ont vécu en direct l'altercation dans le bureau ovale. Vous allez nous raconter ça dans un instant, mais juste avant, j'aimerais qu'on réécoute les propos ce soir d'Emmanuel Macron à l'issue de cette réunion extraordinaire du Conseil européen qui a donc validé ce plan de défense à 800 milliards d'euros. Emmanuel Macron qui a répondu aussi au tacle, à la pique envoyée cet après-midi par Vladimir Poutine. Écoutez. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ça n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre. Avec des mots, comme le disait tout à l'heure Ulysse, très forts d'Emmanuel Macron, on sent que cette tension, elle est en train de montrer. Bernard-Henri Lévy, est-ce qu'Emmanuel Macron, par le ton qu'il adopte vis-à-vis du président russe, par le fait qu'on sente qu'il impulse aussi cette Europe de la défense, qu'il prenne d'une certaine façon le lead, est-ce qu'il ne nous place pas nous aussi, nous la France, nous les Français en première ligne et dans le collimateur de Moscou? Première ligne, il sauve l'honneur. Il sauve l'honneur. C'est peut-être, ça veut peut-être dire première ligne, j'en sais rien, mais pour l'instant, en lieu et place d'une Europe qui depuis des années se fermait les oreilles, se fermait les yeux et se couchait, il se passe quelque chose aujourd'hui. Et moi, je suis honoré que ce soit la France, enfin son président, qui soit à l'initiative. Et je crois qu'on a tout lieu d'en être honoré, soulagé comme Européen et honoré comme Français. Moi, c'est ma réaction quand j'écoute ça, pardon. Voilà, c'est un discours de vérité. Le ton est juste, le ton est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure. Le ton est juste, et c'est pas le ton qui monte entre Poutine et Macron, c'est pas le même ton. Du côté de Vladimir Poutine et de ses séides, c'est un ton d'une vulgarité et insensé, c'est un ton répugnant. Vous en avez cité quelques éléments tout à l'heure, Medvedev et compagnie. Président Macron, c'est un ton ferme, mais mesuré et sage. Ça n'est pas comparable. Et quand il dit je parlerai à Poutine au bon moment, vous pensez quoi? Il faut parler à Poutine et à quel moment? En tout cas, sûrement pas maintenant. Sûrement pas tant qu'ils bombardent les hôpitaux, tant qu'ils bombardent les écoles, tant que les villes ukrainiennes vivent sous la terreur, et tant que moi, je vois à chacun de mes retours en Ukraine, je dois être à mon 13e ou 14e depuis 2022. Je vois se multiplier le nombre des amputés dans les rues. Voilà. Le nombre des familles qui ont perdu un enfant. Le nombre de familles qui vous racontent l'histoire de leur enfant kidnappé et déporté. Donc, tant qu'on sera dans cette situation-là, évidemment qu'on ne peut pas parler avec Vladimir Poutine. On parlera avec lui le jour où il reconnaîtra sa défaite. Parce que moi, je suis de ceux qui... écoutez, moi, je suis de ceux qui pensent que si l'Ukraine avait été aidée depuis 2022 comme il convenait, elle aurait gagné. Je connais le terrain. J'étais à Bakhmout, j'étais à Chassiviar. Je sais comment l'armée ukrainienne tient avec des moyens limités. Si elle avait des moyens plus importants, une armée qui a le moral, une armée qui sait pourquoi elle se bat, une armée patriote, elle est 1000 fois plus forte qu'un rouleau compresseur de pauvres hommes qui sont lancés sur le front comme de la chair à canon. Donc ça, c'est encore possible. Si vraiment ce plan de 800 milliards se met en œuvre, si l'aide à l'Ukraine devient massive, vous verrez que le climat changera. Et vous verrez comment Poutine était beaucoup plus faible que nous ne le pensions. Et comment il n'était fort que de nos faiblesses. Voilà. Ça, je le crois vraiment. Donc le climat va peut-être changer ce soir. Mais justement, comment vous prenez les propos de Vladimir Poutine aujourd'hui, qui a comparé, c'est pas la première fois, qui a comparé Emmanuel Macron à Napoléon et qui lui a rappelé la défaite des troupes de Napoléon en 1812. Est-ce que vous y voyez là une forme de fragilité, peut-être d'inquiétude, de voir que cette Europe qu'il pensait divisée est peut-être capable de se mettre en ordre de marche pour constituer une défense? D'abord, quelqu'un l'a dit sur le plateau tout à l'heure, d'abord une ignorance de l'histoire. Napoléon a été vaincu essentiellement par le général Hiver et par le général Typhus. C'est pour ça que les armées de Napoléon ont été vaincues, premièrement. Et deuxièmement, ce qu'on voit là à Moscou, c'est tous les signes de la fébrilité. Il comptait pas là-dessus. Il y aura eu dans cette guerre horrible deux
grandes surprises et mauvaises surprises pour Poutine. La première, c'est que l'armée ukrainienne qu'il pensait vaincre en 3 jours a tenu déjà depuis 3 ans. Et la deuxième, c'est que cette Europe qu'il croyait démembrée et dont il pensait briser l'épine dorsale, eh ben, elle est debout, elle est unie, à une réserve près, le Premier ministre hongrois, et elle se tient face à lui. Voilà, ben c'est ça la réalité. Quoiqu'il y a même un consensus sur l'Europe de la défense, même la Hongrie s'est alignée sur à la ce niveau-là. défense, mais c'est sur le soutien à l'Ukraine qu'il y a effectivement une différence. Yves. Alors, Lévy, est-ce que vous imaginez une trêve possible avec, une fois cette trêve réalisée, alors que vous venez de dire que Poutine ne peut être que perdant, parce qu'on ne peut pas lui faire confiance, est-ce que vous imaginez qu'une trêve est possible et que, à l'issue de cette trêve, on puisse installer en arrière, eh bien, ce fameux cordon européen, ou en tous les cas onusien peut-être, avec une force franco-anglaise sur le territoire ukrainien. Est-ce que vous croyez que Poutine pourra accepter ça, si jamais il n'est pas défait, et qu'il accepte une trêve, ce dont vous doutez? D'abord, je ne crois pas qu'il l'acceptera, mais surtout, je pense qu'il la trahira. C'est ce que vient de dire le président Macron, et c'est ce qu'a dit face à Trump, et c'est ce qui a rendu Trump fou, c'est ce qu'a dit le président Zelensky. C'est-à-dire que Poutine n'a pas de parole. Moi, vous savez, j'étais avec mon camarade Marc Roussel, on est pour match déjà, dans le Donbass en 2019. 2 ans et demi avant le déclenchement de la guerre. Il y avait déjà des cessez-le-feu. Et ces cessez-le-feu et ces trêves, elles étaient brisées tous les jours ou tous les 6 mois par les Russes. Donc nous avons l'expérience de cela. Donc une trêve qui voudrait dire juste le temps pour l'armée russe de se reformer, pour le Poutine de mettre ses oligarques au pas. Cette trêve-là, personne n'y est favorable. Et je pense que ce serait mauvais pour tout le monde, à commencer par les Européens. C'est ce que veut Trump. Trump, c'est le patron pour l'instant. Mais écoutez, c'est le patron. C'est le shérif. Tant que, je crois pas que ça soit le shérif. Je crois pas que le monde soit un jeu de cartes, comme il disait quand il disait à Zelensky, vous n'avez pas les cartes en main. Phrase ignoble. Et Zelensky lui a d'ailleurs répondu, on l'a pas assez entendu. Monsieur le Président, moi je joue pas aux cartes. Je défends la vie et le destin d'un peuple. Et je crois pas non plus qu'il y ait de shérif. L'aide à l'Ukraine, vous savez ça mieux que moi, mais en gros, il y a un bon tiers qui est fourni par les Ukrainiens eux-mêmes et par leur industrie de guerre. Et puis, il y a 2 tiers qui sont fournis soit par les États-Unis, soit par l'Europe. L'Europe fournit déjà davantage d'hélicoptères, les avions. J'ai vu les Mirages français commencer de décoller il y a 3 jours. Les premiers Mirages dans le ciel ukrainien, c'est des avions français, c'est des avions européens, c'est pas des avions américains. Donc, je ne crois pas que cette histoire de shérif, il est le shérif tant que l'Europe ne se réveille pas. Là, il s'est passé quelque chose ce soir, il y a peut-être un autre shérif. Voilà. On verra. L'Europe, écoutez, si les promesses d'aujourd'hui sont tenues, on a changé de ça prendra du temps. Emmanuel Macron le dit, pour créer une véritable une machine de guerre, il faudrait à minima 10 à 15 ans. Oui, pour avoir une machine de guerre. Oui, d'accord, mais il faut aussi de nombreuses années pour Poutine pour reconstituer ses forces. Parce que, bien sûr, l'armée ukrainienne a subi des pertes absolument colossales et qui brisent le cœur, mais les Russes aussi. L'armée russe, encore une fois, elle est affaiblie, elle manque de moyens militaires, elle tient parce que, à cause des livraisons coréennes d'un côté et des livraisons iraniennes pour les drones, et son industrie de guerre, elle va mettre aussi quelques années. C'est une question de rapport de force. Voilà, c'est ou bien on accepte de se coucher devant la puissance, c'est-à-dire devant la terreur poutinienne, ou bien on décide de relever le défi. C'est ce qu'ont fait les Européens ce soir. Et donc ce conflit ne s'arrêtera que le jour où Poutine perdra. Je le pense, oui. Le jour où il sera montré aux yeux de l'Europe et aux yeux du reste du monde que l'agression ne paye pas, qu'on ne peut pas impunément envahir un pays voisin, projeter d'annihiler un peuple, décider de le rayer de la carte. Le jour où le monde découvrira que cela n'est pas possible, que c'est pas dans ces lettres-là que s'écrira l'histoire du XXIe siècle, ce jour-là, bien sûr, on pourra parler avec le Kremlin. Mais il faut d'abord que ce message soit entendu. Est-ce que Poutine peut être renversé de l'intérieur? Et bien sûr, il a failli l'être. Rappelez-vous, après quelques mois de guerre, effectivement, l'histoire Prigojine. Rappelez-vous cette scène tout de même. Là où j'étais en Ukraine à l'époque, j'étais à Zaporizhzhia.
Evgeny Prigojine, qui a marché, qui est entré comme dans du beurre dans la Russie, sans rencontrer de résistance, avec des civils et des soldats qui lui offraient le café ou qui lui offraient des Coca-Cola dans les villes où il s'arrêtait. Rien ne pouvait l'arrêter. Oui, mais là, aujourd'hui, il négocie directement avec Trump et il est redevenu fréquentable par le patron des Occidentaux, le patron de l'OTAN. Donc, la donne a changé d'une certaine manière, non? Est-ce que Trump était... Vous savez, le monde a basculé là ces derniers jours. Il est patron de l'OTAN peut-être, patron des Occidentaux, je ne sais pas. Aujourd'hui, et je dis ça vraiment, je suis pro-américain dans l'âme. Je suis un atlantiste depuis toujours. Mais enfin, Trump, le président des États-Unis, a choisi un camp aujourd'hui qui n'est pas le camp de l'Occident. C'est pas le camp des valeurs occidentales. Les États-Unis sont toujours nos alliés aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense qu'ils le redeviendront très vite, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. Aujourd'hui, le président des États-Unis est l'allié de Vladimir Poutine. C'est atroce, c'est un changement de logiciel auquel nous sommes conviés, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est dit. Cette séance d'humiliation publique, de flagellation en mondovision de Zelensky par le supposé leader du monde libre, ça veut dire ça. Donald Trump a changé de camp. Il a choisi le camp de la dictature poutinienne. Vous vous attendiez à ce que la présidence de Donald Trump provoque un basculement aussi rapide de l'ordre mondial ? Écoutez, personne ne s'attend, mais enfin, sur Donald Trump, j'ai écrit depuis des années, depuis son premier mandat. Moi, je fais partie de ceux qui ont lu le rapport Mueller, d'abord, de près, le fameux rapport qui visait à provoquer un impeachment de Trump et qui n'y est pas parvenu parce que les choses étaient difficiles à montrer en droit, mais les compromissions de Trump avec la Russie, son adhésion aux intérêts russes et aux narratifs poutiniens, tout cela est attesté, on le sait depuis toujours, il fallait être aveugle. Il y a dans la presse américaine depuis 2017-2018, il y a des enquêtes, et encore une fois le rapport Mueller qui est consultable sur Internet, qui prouve ces liens organiques entre celui qui est maintenant le président des États-Unis et les intérêts russes. Est-ce que si d'aventure les Américains se retiraient vraiment d'Ukraine, se retiraient dans l'aide militaire qu'ils fournissent à l'Ukraine, et si il y avait nécessité qu'on envoie des hommes français, anglais, d'autres nationalités, est-ce que vous soutiendriez cette initiative? Est-ce qu'il faut le faire? Écoutez, sachant que ça pourrait être très impopulaire en France, en Allemagne, en Angleterre. Oui, mais c'était impopulaire en 1936 et en 1937 de considérer que les républicains espagnols se battaient contre on l'a pas fait en 36. Bah oui, on l'a pas fait, on a eu tort. Léon Blum l'a pas fait, c'est l'erreur historique de Léon Blum. On aurait dû le faire. L'Europe aurait payé un prix infiniment moindre si elle avait choisi le bon camp dès 1936, 37 jusqu'en 38. Donc évidemment que les opinions publiques, et comment voulez-vous, encore une fois, c'est la grandeur des démocraties que de ne pas vouloir la guerre, de tout faire jusqu'à la dernière minute pour l'éviter. Et puis il y a un moment, où il faut que... Faut y aller. Ben, il y a un moment où Churchill ou De Gaulle ou Zelensky disent on n'a plus le choix. Les Ukrainiens, vous savez, c'est en 2014, au moment de l'invasion de la Crimée, il n'y avait pas d'armée ukrainienne. Ils se sont rendus en 3 jours. Vous vous souvenez, ça a duré 3 jours. Parce qu'en effet, ils étaient dans cet état d'esprit. Ils étaient dans cette vision enchantée de l'histoire où rien ne pouvait arriver, où le mur de Berlin était tombé pour toujours. Et puis là, ils se sont réveillés et puis ils ont mis 10 ans à construire une armée qui est aujourd'hui l'armée la plus puissante d'Europe et qui fait jeu égal avec la deuxième armée du monde, c'est-à-dire l'armée russe. Voilà. Donc, quant à l'Europe, notre Europe, il faut qu'elle choisisse son camp. Si vraiment, comme nous sommes nombreux à le penser et comme le président Macron vient de le dire, si vraiment la Russie représente une menace existentielle pour l'Europe, il faut se mettre en conformité. Il faut aider les Ukrainiens par tous les moyens, bien sûr. Trump a dit « Mon problème avec l'OTAN, c'est que si un jour les États-Unis avaient un vrai problème, je ne suis pas sûr que certains pays, dont la France, viendraient à la rescousse. » Et ça, c'est... Alors justement, Ulysse, on va l'écouter. Voilà, d'accord, votre réaction. Si les États-Unis avaient un problème et qu'on appelait la France ou d'autres pays, que je ne nommerai pas en disant « On a un problème »,
Vous pensez qu'ils viendraient nous aider, comme ils sont censés le faire? Je ne suis pas sûr. Le président Macron lui a répondu tout à l'heure. Il lui a répondu en citant Lafayette, et il aurait pu citer Beaumarchais. Deux grands Français qui se sont portés au secours de la guerre de libération américaine contre l'impérialisme de l'époque. Nous en avons donné la preuve, bien sûr que non. En tout cas, il y en a un qui ne viendrait pas au secours de l'Amérique. Ouais. Si l'Amérique était in trouble, comme il disait, c'est Vladimir Poutine, c'est la Russie. Ça, c'est absolument certain. Quel avenir pour l'OTAN? Le fait qu'aujourd'hui, on tente de constituer cette Europe de la défense, est-ce que, de facto, ça ne signera pas la fin de l'OTAN? Oui, je ne sais pas si ce sera la fin de l'OTAN, mais en tout cas, ce qui est en train de se mettre en place depuis le sommet de Londres de la semaine dernière, c'est autre chose. C'est un outil alternatif. Cette communauté de volontaires dont a parlé le Premier ministre Starmer, c'est pas l'OTAN, c'est autre chose. C'est une autre communauté de défense, communauté donc de ceux qui voudront bien y participer. On verra, ça peut être la fin de l'OTAN, ça peut ne pas l'être. L'histoire, vous savez, l'histoire a plus d'imagination que les hommes et que nous tous. Voilà, donc on verra bien. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles, c'est pas l'OTAN, c'est autre chose, en effet. En Europe, on voit depuis plusieurs années maintenant une montée des populismes. On voit Madame Meloni qui est arrivée à la tête de l'Italie. On sait qu'en France, c'est possible. C'est possible dans d'autres pays. Et ces populistes, ils ont un rapport avec Poutine et Trump, d'ailleurs, un peu différent des représentants et des dirigeants qu'on a actuellement. Est-ce que là, vous voyez une crainte pour l'avenir, justement, des démocraties et des démocraties européennes? Bien sûr. C'est ce qu'a dit le vice-président Vance à Munich dans ce discours, là encore, qui a stupéfié les Européens. Il est venu prêter main forte, affirmer son soutien à des forces populistes. Mais pour lui, ça veut dire quoi? Des forces qui sont disposées ou sur le point, ou qui seraient sur le point, si elles venaient au pouvoir, de briser le contrat social européen. Donc c'est clairement la stratégie, encore une fois, malheureusement, pour 4 ans. C'est la stratégie des États-Unis d'aujourd'hui. Donc il y a 4 ans là, où il faut en effet s'armer de courage et s'opposer à cela. Donc Trump est l'allié de Poutine. Mais Trump l'a dit dans cette séquence, dans la deuxième demi-heure de l'affrontement avec Zelensky dans le bureau ovale. C'est ce que Trump a dit. Il a dit clairement que il a associé son propre destin à celui de Poutine. Il a parlé il a effacé la différence entre l'agresseur et l'agressé, et ainsi de suite. Donc bien sûr qu'il est l'allié de Poutine, et bien sûr que cet allié de Poutine tente en Europe, et ça nous le savons, par tous les moyens, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, d'aider toutes les forces de déstabilisation des démocraties. Alors, il y a des fois où ça marche pas. Le fait que Giorgia Meloni, ce soir, ait si clairement pris le parti de la défense de l'Ukraine, elle le fait d'ailleurs depuis un certain temps, mais là, ce soir, elle l'a signé. Ça, c'est une victoire de l'Europe. Et ça, c'est une défaite de Trump. Parce que je pense que Trump, Vance, Steve Bannon, qui est une sorte de Vance, vice-président, en mode débraillé, il n'imaginait pas ça. Il pensait que Giorgia Meloni faisait partie de ces populistes en train de déstabiliser de l'intérieur nos démocraties. Il y a des fois où ça marche pas. Les démocraties sont pas toujours perdantes. Il faut se dire ça. Ulysse, est-ce que le divorce avec les États-Unis s'approche de plus en plus quand on entend ce soir Donald Trump s'interroger en disant mais est-ce que la France nous aiderait? Il n'est pas consommé, et en tout cas la volonté d'Emmanuel Macron, le président français, c'est de maintenir le lien le plus longtemps possible, et c'est pour ça qu'il est allé à Washington, et c'est pour ça qu'il va sans doute y retourner, et peut-être avec le premier britannique et Zelensky, pour vraiment essayer de convaincre le président. Et on sait que Trump est capable de changer d'avis, et que quand il est convaincu, il peut effectivement changer également de décision. Néanmoins, moi je crois quand même qu'il y a aux États-Unis un mouvement très profond qui dépasse le caractère imprévisible de Donald Trump, qui est une forme de révolution qui sera difficile d'arrêter. Trump et ses équipes ont le plein pouvoir au Congrès, à la Chambre, à la Cour suprême, et ils ont mis en place avec Elon Musk et quelques autres
un programme ultra-radical, ultra-libéral, qui sera difficile de stopper, même s'il y aura de la résistance et même s'il y aura des décisions de justice. Et on risque d'avoir une crise constitutionnelle, justement, entre les juges et la Maison-Blanche, entre l'exécutif de Trump. Donc simplement, même si effectivement Emmanuel Macron va tout faire comme Keir Starmer pour maintenir le lien, parce que rompre avec Trump, ça serait catastrophique, parce qu'on a besoin de l'Amérique en Ukraine dans le court terme, je suis plutôt pessimiste sur le moyen terme, et surtout je ne pense pas que Trump reviendra en arrière. Moi, je ne l'imagine pas non plus revenir en arrière. Je ne le crois pas si imprévisible que cela. Je pense qu'il est programmé, comme tous les hommes d'État un peu articulés. Deuxièmement, je crois que le propre des démocraties, c'est que personne n'a les pleins pouvoirs. Et en particulier en Amérique. Il y a les juges, vous avez raison. Il y a la société civile, il y a les États, il y a les gouverneurs de certains grands États qui ont un pouvoir considérable. Il y a le fait qu'on ne peut pas prendre des décrets anticonstitutionnels comme ça, à la va-vite et impunément. Donc on va voir. Lui ne changera pas d'avis, mais la société américaine profonde, la société civile peut se réveiller. Et on peut assister à ça. Surtout s'il y a des décisions économiques qui sont contre-productives. Merci beaucoup, Bernard-Henri. On le voit déjà, absolument. Merci d'avoir été notre invité. Votre reportage est à retrouver donc dans Paris Match, à l'intérieur les confidences de Zelensky. Et vous racontez aussi comment les soldats, puisque vous étiez à leur côté, ont vécu cette altercation en direct à la Maison-Blanche. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée à toutes et à tous.